Bienvenue à cette troisième table ronde. Je voulais enlever ma casquette, mais on a décidé de faire les hommes couverts, les femmes découvertes. Donc je vais la garder, si ça ne vous gêne pas. Donc bienvenue à notre troisième table ronde sur renforcer les pouvoirs d'agir avec un focus sur le Sénégal pour aborder cette thématique. C'est donc la troisième étape de ce voyage pour une autre coopération internationale que nous avons entamé depuis ce matin. Et après le changement des narratifs et l'affirmation des voix et visions des acteurs, notamment à la base, après la gestion des savoirs et connaissances sous différents angles que nous venons de voir dans la table ronde numéro 2, nous allons essayer de voir comment on peut passer à l'action pour le changement. Comment la coopération internationale peut-elle contribuer à booster le protagonisme des communautés d'acteurs dans leur diversité? Rien ne vous choque là? J'ai employé un mot qui n'est pas français. Malheureusement, notre langue ignore le protagonisme. Il n'y a que des protagonistes. L'italien a il protagonismo, qui veut dire vraiment les gens qui se mettent en mouvement pour réaliser quelque chose. Alors moi, j'emploie le mot protagonisme en français. On a le droit de créer. Donc, nous approcherons cette thématique des pouvoirs d'agir sous différents angles avec nos panélistes. Et on parlera, entre autres, de mobilisation citoyenne pour l'action. On parlera de conception et conduite des projets d'action, de coopération réellement partagés. On parlera de transmission, de sensibilisation, d'éveil des consciences en utilisant l'art. Et enfin, on essaiera d'explorer aussi un autre angle moins connu, qui est celui de la capacité à dire son agir, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire à faire comprendre son action, à raconter les impacts que l'on cherche et à définir qui l'on est. Voilà, donc nous avons pour ce panel 5 éminents panélistes et panélistes, c'est le même mot, au féminin et au singulier. Awa Traoré, qui vient du Sénégal, qui est consultante internationale, qui est spécialiste des questions de communication stratégique et de climat, qui est membre du conseil consultatif du réseau mondial Rise Up for Oceans, et qui est aussi membre de la coalition pour le traité mondial, pour le traité du plastique, donc une activiste écolo. Nous avons Astou Diao Camara, qui est directrice du bureau d'analyse macroéconomique, le BAM, à l'Institut sénégalais de recherche agronomique, l'ISRA. Fadel Barro, qui est le cofondateur du mouvement citoyen Y'en a marre, très actif dans la mobilisation au Sénégal, on verra à quel aspect, et qui est le président du mouvement Diami Gorgui. Alors, vous lisez peut-être Jami Gox-Yi, mais en Wolof, on dit Diami, qui est la paix, Gorgui, qui est la localité. Si je vous permets. Il nous dira mieux ça. Mamadou Diol, lui, est directeur de la compagnie de théâtre Kadou Yarar, qui est et c'est un expert en théâtre forum, un théâtre engagé qui bouge les populations. Et enfin, la seule non sénégalaise, mais néanmoins qui porte le Sénégal dans son cœur et qui le connaît, Fabienne Belfort, qui elle a un autre profil, elle est coach certifiée en neurosciences et elle est spécialiste et formatrice en prise de parole publique, en communication orale. Et accessoirement aussi, mais peut-être c'est pas cette casquette qui nous sera utile le plus aujourd'hui, préparatrice mentale pour des sportifs de haut niveau. Je vais... Comme pour les 2 panels précédents, nous allons poser une question et inviter nos 5 panélistes à puiser dans leurs expériences et compréhensions de la thématique pour nous entretenir de leur vision des choses. Comment voyez-vous, chers panélistes, le renforcement des pouvoirs d'agir dans les projets de coopération? Je vais commencer par Awa.
Merci, mais pourquoi moi j'ai bon, tu pouvais aller de l'autre côté? Non, c'est juste pour rire. Alors, euh, on va pas entrer dans les esprits figés des stratégies d'une manière générale, mais je pense que il est important de revenir sur les communalités, ce qui fait que qu'on soit en Afrique, en Europe ou où que l'on soit situé, quand on parle de renforcement du pouvoir d'agir, il y a une séquence qu'il faudrait qu'on comprenne parce que ça permet d'avoir une compréhension et un meilleur déroulé. Alors, de façon simple, c'est de suivre en tout cas d'après mon expérience dans les projets de développement et climatique, renforcer le pouvoir d'agir, vraiment, c'est suivre un cycle d'analyse. Et ce cycle d'analyse, il passe par l'identification du problème, des cibles et des solutions. Ça, c'est la première chose. Il y a une autre phase qui est la phase de planification. Donc, généralement, c'est cette phase qui implique la collecte de données, tout ce qui est définition d'objectifs et également la constitution d'alliances. Je suis sûre qu'on va pouvoir discuter en long et en large de ces alliances-là et de ces partenariats stratégiques. Et la dernière phase, c'est pour résumer, hein, c'est la phase d'action. Donc là où on met en œuvre la stratégie de plaidoyer et on suit le progrès pour assurer le suivi et l'évaluation. Je reviens encore sur le suivi et l'évaluation parce que dans les projets, généralement, on peut pas l'éviter. Il est également essentiel de pouvoir comprendre les dynamiques de pouvoir pour pour influencer les décideurs et également s'adapter au changement de contexte. Je voulais vraiment ramener ces trois phases parce que généralement, c'est cette démarche simpliciste qui est utilisée, qui a l'air très simple mais pas facile. Selon qu'on se trouve en Afrique du Sud ou au Sénégal, les contextes macroéconomiques sont différents. Donc, quand on veut renforcer le pouvoir d'agir au Sénégal, on va s'informer sur quelle est la culture du Sénégal, quelle est la culture au Sénégal, comment sont les citoyens sénégalais, qu'est-ce qui est important pour les citoyens sénégalais, c'est quoi les problématiques auxquelles ils font face, qui sont pertinentes et dont la résolution aura un impact sur leur vécu, etc. Donc, je n'ai pas forcément envie d'entrer dans, Jérôme, les détails, mais ces trois phases sont importantes. Je vais m'arrêter là dans un premier temps et on continue. Parfait. Je vais passer le micro à Fadel. Passer par le cadre forum. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je salue tout le monde ici présent sur son nom et son prénom, surtout Hassan Sant. Et oui, et quand on parle de Djammi Gori, on parle de la paix des territoires. Et quand on parle de paix, le concept Djam ici n'est pas seulement l'absence de conflit. Si on parle quand le Wolof te dit Madiam, as-tu dormi en paix, il sait que tu n'as pas la guerre dans ta case, mais un simple moustique peut aussi t'empêcher d'avoir la paix. Donc la paix entre tout de suite on est tout de suite en interaction avec son monde, avec l'autre, avec l'environnement. Le territoire n'est pas seulement aussi le territoire comme ça, le premier territoire de l'humain, c'est lui-même, son corps. C'est son cœur qu'il habite d'abord avant d'habiter le monde. Donc c'est cette dialectique-là, paix des territoires, où on essaie de construire. Parce qu'agir, l'action de l'humain, agir, pourquoi agir? Parce que
Ceux qui font des bombes, ils agissent aussi. Et ils suivent n'importe quel processus et ils arrivent aussi à agir. Ceux qui détruisent le monde, ils agissent. Le pouvoir d'agir, pourquoi? Nous, on agit pour la paix. On agit pour le diable. Donc, cette action-là, comment on arrive? C'est un long processus, je suis d'accord avec Awa. Mais ce pouvoir-là, qui est qu'on essaie de faire un pouvoir de paix, où est-ce qu'on le prend et d'où ça vient? Mais on le parle à partir de nous-mêmes, dans le cadre du djihadisme, parce que simplement, nous avons estimé que jusque-là, nous avons presque épuisé toutes les humanités du monde, mais les humanités africaines, ce que j'appelle les afro-humanismes, sont tellement méconnus. Ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas exploités, on n'en a pas assez profité. Et donc, comment partir de ces afro-humanités-là pour essayer d'apporter du soin et d'agir autrement, en mobilisant. Comment faire? En mobilisant. La mobilisation des jeunes, mais quels jeunes aussi faut-il mobiliser? Parce que si vous regardez aussi, toutes les grandes dictatures ont aussi consommé des jeunes, ont utilisé des jeunes comme combustible. Les jeunesses en Afrique souvent sont utilisées comme carburant. Soit on les brûle, on les tue, on les emprisonne, on les pousse où ils se poussent eux-mêmes sur les chemins de l'immigration. En tout cas, sur un autre récit, sur tous les récits violents, sauf sur les récits de la paix. Donc pour nous, il est extrêmement important de se situer. Et cette situation-là, c'est dire que dans ce monde et cette histoire-là, dans quel récit et sur quel récit on s'inscrit. Identifier clairement les récits sur lesquels on s'inscrit. Pour refuser justement, pour cette jeunesse qui a en elle cette capacité d'agir et ce pouvoir d'agir, d'être combustible. Comment faire en sorte que d'être une jeunesse graine qui régénère un autre monde? Comment faire en sorte que cette jeunesse-là ne soit pas juste un fardeau? Parce qu'on constate que souvent aussi en Afrique, parce que la capacité d'agir, c'est la capacité d'invention, c'est la capacité d'imagination, c'est la force de l'humain. Et on le retrouve souvent chez les jeunes. Mais cette capacité-là, comment éviter que ce soit capté comme jusqu'ici ça a été fait? Il faut donc régénérer les têtes. Régénérer les têtes, c'est réenchanter les têtes. Refaire. J'ai l'habitude de dire ceci, parce que c'est un test que j'ai longtemps fait en Afrique. Quand vous demandez à un jeune en Afrique, je prends un exemple de là où je parle, qui est Kaolack, prenez un jeune, vous lui dites fermez les yeux, vous lui demandez qu'est-ce que vous voyez. Si je vous dis Dubaï, il voit des gratte-ciels. Vous dites Amérique, il voit Beyoncé. Vous lui dites l'Europe, il voit beaucoup de choses. Et quand vous dites date de Sankré, c'est comme Goma. J'ai attendu de voir la misère. J'ai attendu de voir le désespoir. Et à ma grande surprise, c'est vidé. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Quand vous parlez de territoires africains, vous vous rendez compte que c'est des territoires qui sont vidés. Il ne voit rien. Ça fait peur. Ça veut dire que ce n'est pas un espace où habiter. Ce n'est pas un espace où on peut trouver de l'épanouissement. Ce n'est pas un espace où l'humain se projette. On ne se projette pas en Afrique. Le résultat, vous le connaissez, c'est l'immigration clandestine. Parce qu'on se casse de cet espace-là. Cet espace-là n'est pas bon à vivre. Cet espace-là, on ne s'y projette pas. Peu parmi nous, on peut construire pour des femmes qui sont restées. On peut construire pour les parents qui sont restés. Mais on ne construit pas pour nous-mêmes. Et on recopie n'importe quoi et on a encombré nos espaces. Vous les avez vus, parce que ce n'est pas un espace où on projette un vrai épanouissement. Donc nous, au niveau des djihadistes, avant tout pouvoir d'agir, ce pouvoir-là doit commencer donc un travail sur les imaginaires. Donc ce réenchantement-là, mais je pense que ici on n'aura pas assez de temps pour parler et développer tout ça. Donc j'étais juste en guise d'introduction pour participer à ce joli panel. Voilà, merci. Merci beaucoup, Fadel. Je vais proposer à Astou Diao de... Oui, ça équilibre bien, donc. Merci, Jérôme. Alors, cette question, pourquoi renforcer les capacités d'action?
Moi, de mon... Pas pourquoi, comment? Comment la coopération internationale peut y contribuer éventuellement? Alors, dans le comment, je pense que c'était mon deuxième point d'intervention. Je commence déjà pour... Pourquoi? Je pense que c'est utile. Alors, de mon point de vue de chercheur, comme disait ce matin Jean-Pierre Olivier de Sardon, je parle en tant qu'experte du contexte de deuxième degré. Je ne suis pas de premier degré, parce que même si les transformations me concernent. Alors, de notre point de vue, il est important qu'il y ait ce renforcement-là des capacités d'action, parce que ces acteurs doivent être ceux qui sont concernés par le changement dont il est question. Donc, nous travaillons sur des processus de transformation pour le bien-être, de transformation, je vais être plus concret, de transformation pour les systèmes alimentaires durables, parce que c'est aujourd'hui ce dont on parle et ce sur quoi on travaille. Et ces processus-là concernent des communautés, des citoyens, des populations, etc. Et l'idée de renforcer leurs capacités, c'est d'en faire des acteurs et pas des agents. Et je pense que le changement de paradigme que nous essayons depuis des décennies, c'est comment passer de agent à acteur. Donc ce matin, l'introduction par Jean-Pierre et Olivier était bien dans ce thème-là. Comment? La question du comment, je pense que jusqu'à ce matin, on n'a pas de solution, si ce n'est des actions très circonscrites à des échelles très réduites sur des processus pour arriver à le faire. Mais la question de comment on le réussit se pose toujours. Mais pourquoi le faire? Je pense que si on a encore besoin d'échanger sur le pourquoi pour en être convaincu, si je prends juste l'espace de la recherche au sein de la communauté scientifique, sur nos objets de recherche, on n'est pas unanime sur cette question-là. On n'est pas tous d'accord. On n'est pas tous d'accord entre disciplines, entre les sciences humaines et sociales qui sont plus ouvertes, plus compréhensives sur cette posture-là. On est moins avec d'autres collègues avec des positions très positivistes, très technicistes sur les questions. Et déjà, donc à cette échelle-là, on a besoin d'être dans la même posture, d'avoir la même compréhension avant d'engager ce processus de renforcement de capacité d'action. Et donc, ça, c'est un premier pourquoi. Le deuxième pourquoi, je pense qu'il est utile de renforcer les capacités des acteurs. Et si on arrive à en faire des acteurs et non des agents, on arrive au moins à remplir un certain nombre de critères qui encore aujourd'hui sont utiles et qui nous permettent de mobiliser des ressources. Donc, c'est déjà la pertinence de l'action. Donc, nous avons besoin d'avoir des actions pertinentes, des interventions qui soient pertinentes dans leur contexte, pertinentes dans les thèmes, pertinentes dans les approches. Et donc, si les acteurs pour lesquels ces actions sont engagées ne sont pas acteurs de l'action, ce ne sera pas pertinent. Pareil pour la durabilité. Et les indicateurs de durabilité nous sont imposés dans nos différents projets. Donc, tout ça, c'est dans le pourquoi. Maintenant, si tu veux, je peux avancer dans le comment. Sur le comment. Oui, sur les grandes lignes, la deuxième question, c'est sur des exemples plus concrets tirés de votre expérience. Alors, ce qu'on essaie de... Si c'est pour détailler l'expérience, notamment de Santé et Territoire, on fait en deuxième question. D'accord. Mais je n'avais pas fini de... D'accord. Oui, l'introduction. Non, je n'ai pas compris. Excusez-moi. Merci, parce qu'en fait, avant voilà. Le plus important, le plus intéressant à mon avis, c'est moins sur l'exemple concret de ce qu'on fait, mais la mise en débat de comment on y va et puis des têtes qu'on bute devant un certain nombre d'éléments dans la manière, dans le comment. Alors, dans le comment, je ne reviens pas sur tout ce qui a été déjà dit ce matin et qui est dit depuis un moment sur les approches participatives, les approches collaboratives, les dénominations changent. Certaines notions et concepts sont galvaudés aujourd'hui. On a même honte de parler de participation. On essaie d'inventer d'autres notions, d'autres concepts pour continuer à y croire, parce qu'on veut y croire. Mais je pense que le renouvellement de notions et de concepts pour rester toujours dans les mêmes objectifs, ça traduit cela. On a envie d'y aller, de le faire, on n'y arrive pas.
Mais bon, il y a quand même quelques réussites que je pourrais peut-être partager plus tard dans la deuxième partie de ce panel. Voilà, merci. Merci. Je vais demander à Mamadou Diol de nous dire des grandes lignes de comment il voit le renforcement des pouvoirs d'agir depuis son angle d'approche. Bonjour tout le monde, je suis content d'être là aussi. Pour moi, le combat passe par d'abord la déstabilisation de tout ce qui est paradigme dans le sens de la coopération. C'est avant tout remettre en question, remettre en cause ou revoir les paradigmes qui sous-tendent de la coopération. En ce sens que beaucoup de choses peuvent être encore discutées. Et au Théâtre Forum, c'est le sens même de nos interventions, c'est la basique. On dit Théâtre Forum par opposition au théâtre conventionnel qui se passe dans les grandes salles avec des fauteuils rouges. Cette transposition de ce même théâtre avec la même intensité dramatique, la même qualité artistique est jouée sous l'angle et en forme de bon et un théâtre qui parle. C'est déjà dans ce sens-là nous réapproprier ce qu'on pourrait appeler la coopération. Je donne l'exemple concret du nouveau que ce dont nous sortons des corps. Quand on parle des corps 21, des corps des Conference of Partners, nous avons créé à côté de ça ce qu'on appelle les COP quartiers. Et à chaque fois que les COP se tiennent dans une grande ville, nous tenons concomitamment à ça les COP quartiers où on discute des problèmes environnementaux cruciaux de ces localités-là, en faisant venir les autorités traditionnelles, le chef délégué de quartier, les groupements de femmes, les associations de jeunes, pour faire un théâtre, par exemple, ce qu'on a fait la dernière fois, c'était autour de l'eau. Et on a fait le lendemain aussi un théâtre dans le quartier de Yarak autour de la pollution de la mer. Et ce que l'on voudrait, c'est faire entendre à ceux qui tiennent la grandeur de nature que chez nous, nous sommes convaincus que nous sommes en train de tenir les COP véritables, les COP qui parlent au quartier, les COP qui nous parlent, et ce ne seront pas les COP dont on aurait les comptes rendus à travers les journaux télévisés, mais le COP que nous vivrons directement avec des scènes de théâtre forum et devant tout le monde. Et c'est pour nous une certaine façon d'ajouter encore les paradigmes et que dans le sens de la coopération que nous, on ait notre mot à dire. Voilà. Merci beaucoup, Mamadou. Et donc, par rapport à tout ça, quelle place pour la façon de prendre parole et s'exprimer pour expliquer tout ça, Florence? Fabienne. Fabienne, pardon. Oui, c'est pas grave. Bonjour à tous. Très honorée de partager ce panel et d'être présent avec vous. C'est renforcer le pouvoir d'agir. Pour moi, avant de renforcer le pouvoir d'agir, avant d'agir, il faut le pouvoir, pour ma part et ma vision et de mon expérience de mes 25 ans chez Orange, 8 ans d'expérience en tant que coach, formatrice en prise de parole, il faut pouvoir bien être assis à l'intérieur de soi, être en confiance pour pouvoir être légitime et pour pouvoir ensuite prendre la parole.
sachez une chose, c'est que prendre la parole en public, c'est la deuxième peur après la mort. Oui. Donc, beaucoup de gens, moi j'accompagne des chefs d'entreprise, j'accompagne des étudiants, des jeunes à partir de 14 ans, ont peur de prendre la parole en public. Donc, si demain j'ai un projet, si demain je dois pitcher, si demain je veux prendre la parole et donner mon avis, poser des actions fortes, aller connecter des personnes, c'est compliqué pour moi. Si j'ai cette peur, si je suis pas légitime, si je sais pas prendre ma place, si je sais pas prendre ma position. Et je me mets à l'arrêt. Et c'est un sujet que je connais très très bien, que j'ai connu parce que j'ai connu le blackout. Aujourd'hui, je ne suis pas la femme que j'étais il y a 8 ans. C'est parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai gagné confiance en moi, que j'accompagne aujourd'hui les gens dans leur tête. Parce que beaucoup de choses passent par la tête. Beaucoup de discours intérieurs, malheureusement, passent par la tête, négatifs, et qui empêchent l'action. Donc, il y a donc, moi ça passe par la prise de parole en public, ça passe aussi pour le travail sur la légitimité, sur la gestion du stress, etc. Et je donne un exemple tout frais, donc je fais un petit clin d'œil au campus des jeunes entrepreneurs africains. Donc dans ce cadre-là, moi j'accompagne ces jeunes entrepreneurs africains depuis maintenant 3 ans avec la Maison des Relations Internationales. Et je les prends d'un point A et je les amène à un point B. Et je vois des transformations et des actions. Ils se permettent de prendre leur place. Ils sont à la fois experts dans leur domaine, mais ils oublient qu'ils ont des talents. Parce que malheureusement, il y a la culture, ou il y a des injonctions qu'ils ont reçues dans leur jeunesse, etc., nous tous, dans les tempêtes, qui freinent l'action, qui freinent la personne d'être mise en lumière, alors qu'elle a quelque chose à proposer, elle a des projets, elle a des actions à mener. Donc voilà mon rôle. Et pour moi, le pouvoir d'agir, dans ma vision, dans mon expérience, dans ce que je fais au quotidien, c'est le pouvoir de prendre la parole, le pouvoir de prendre sa place, le pouvoir, le pouvoir aussi de dire ce qu'on a à dire. Et je fais un petit clin d'œil aussi à l'intervention de Michael Devafos ce matin, qui nous a fait une ouverture pour le Conseil de la diaspora. Et un des éléments de travail que l'on peut commencer à faire, deuxième élément, puisqu'il y a la prise de parole, travail social, comme vous avez compris, le deuxième élément que je travaille beaucoup aussi dans mes activités, c'est l'intelligence collective. Et aujourd'hui, toute cette journée, auprès de la diaspora, du Conseil de la diaspora, on est dans cette intelligence collective, dans cette force de réfléchir ensemble, et dans cette force de pouvoir agir aussi ensemble, et plus seul dans son coin, mais ensemble, tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. C'est un angle d'attaque assez intéressant, mais je ne sais pas si ça résonne chez Fadel quand il parlait de l'échange avec les jeunes de Kaolack et de leur demander de s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils voyaient pour leur propre territoire. On va passer à la deuxième question, on va refaire un tour de table. On va maintenant vous demander d'essayer d'être illustratif des approches que vous venez de nous présenter, la question de comment renforcer le pouvoir d'agir, à travers des exemples, un exemple concret que vous avez vécu, porté, accompagné, observé. On va commencer par Awa. Merci Jérôme. Et avant de passer à ça, je voulais rebondir un peu sur le comment encore, parce qu'il y avait un élément important que j'ai pas mentionné, qui est important, c'est la déconstruction des récits narratifs dominants, comme quoi les meilleures solutions ou bien les meilleures alternatives viennent d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un frein auquel beaucoup de jeunes, de penseurs au niveau du continent font face. Et donc, il faudrait qu'on puisse être dans un
modèle dans lequel il faudrait déconstruire cela. Et ça passe par comment on va le dire, une jeunesse décomplexée. Ça passe également par, je voulais dire, une sorte de confiance en soi. Et ça, quand on fait plaidoyer, je vais donner un exemple concret pour entrer dans le vif du sujet. Donc, dans le cadre de nos campagnes au niveau du Sénégal pour la protection des océans dans le secteur de la pêche, par exemple, il y avait beaucoup de femmes transformatrices avec qui on travaillait et des communautés de pêcheurs qui, en fin de compte, sont ceux qui étaient le plus affectés par toutes les problématiques qu'on énumérait, que ce soit la pêche à l'eau, la surexploitation des ressources halieutiques, qui fait qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas accéder à les ressources, le poisson, etc. Et donc, nous, le travail qu'on a mené, c'était vraiment de renforcer dans un premier temps la capacité de ces femmes, leur travailler à également leur accroître leur représentativité dans les instances de décision, parce que vous savez, le secteur de la pêche, c'est assez masculinisé, et donc les femmes, malheureusement, contribuent beaucoup dans le secteur, mais sont généralement, leur statut n'est pas reconnu. Donc, dans le cadre de la campagne de plaidoyer qu'il fallait qu'on mette sur pied, il fallait qu'on aille au-delà des stratégies de campagne du Nord qu'on venait généralement, en tout cas que les grandes organisations venaient imposer au niveau local et nous demander de faire des résultats par rapport à ça. Et donc, l'alternative, en tout cas, nous, à notre niveau qu'on a pu trouver, c'était d'utiliser ce qu'on appelait le Open Campaign Design. Donc, c'était un processus qui permettait on va dire, de localiser les objectifs et les stratégies qui étaient définis peut-être au niveau des pays du Nord, mais qui ne pouvaient peut-être pas avoir un impact sans la contribution des acteurs clés du pays. Et donc, cela, quand on l'a testé, au lieu de venir l'approche a changé en fait. Donc, au lieu de venir et de se dire, voilà la stratégie qu'on va adopter sur le Sénégal sur 2024-2025, voici les objectifs. On a invité ces femmes transformatrices, ces communautés de pêcheurs, à travers des sessions interactives. On leur dit, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Je ne sais pas si vous comprenez l'approche. Et donc, quand on a commencé à élaborer ce type de campagne ouverte où on intégrait les communautés impactées depuis le départ, on a réalisé que vers la fin, en termes d'impact, les campagnes réussissaient plus parce qu'il y avait une appropriation des communautés par rapport à ça. Et donc, quand ces communautés se sentent intégrées, indirectement, ils prennent confiance et en fin de compte, ils ont ce courage de se mettre devant et de dire que nous devons faire face à notre comment on va faire face à notre destin. Et donc, c'est à nous de décider. Et dès lors que ces communautés commencent à intégrer cette perception et cette réflexion, on a senti que le plaidoyer a complètement changé d'orientation. Donc, ce que cela permet, c'est que
après que l'on ait un domaine d'intervention, que ce soit Oxfam ou Greenpeace, quand Greenpeace repart, les communautés continuent le combat. Parce que, en fait, le renforcement du plaidoyer euh, passe justement par l'héritage que laissent ces ONG, les héritages positifs, hein, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'héritages négatifs qu'on ne va pas mentionner aujourd'hui, mais ça leur permet de dire, ah, vous nous avez aidés, ça suffit, on a compris à travers les formations, vous nous avez fourni des outils, à nous maintenant de prendre notre destin en main. Donc on est arrivé à un stade où vraiment, quand il fallait se battre pour les licences de pêche au Sénégal, on a vu la grande mobilisation de toutes les communautés côtières du Sénégal qui sont sorties pour justement dénoncer la non-publication de ces navires et autres. Et le résultat été, a été impactant parce que au finish, le gouvernement a cédé et il a fini par publier la liste des navires, même si ça a été énorme. Donc, c'est tout simplement pour dire que en amont, quand on parle de comment renforcer le pouvoir d'agir, il faudrait déjà que ça passe par des préliminaires, un renforcement de capacité, une appropriation de, comment on appelle, une appropriation du problème auquel on fait face. Et également, ça passe par le partage des outils et des connaissances qui font qu'une fois appliquées, une fois qu'ils l'appliquent, ils sont confiants pour l'avenir. Merci beaucoup, Awa. Très intéressant, et tu as anticipé la troisième question en nous révélant l'impact. J'aimerais les lier, comme ça on va gagner un peu de temps, puis on va échanger avec la salle. Donc, la question, c'est concrètement, hein, parler d'un projet de renforcement de capacité de pouvoir d'agir que vous avez mis en place ou auquel vous avez contribué, et quels impacts, quels éléments d'impact vous avez pu observer, ce que, Awa, tu as fait sans compte le Fadel? Moi, les éléments d'impact, là, si j'étais le type là qui vont partir, C'est un changement de gouvernement. nous, on dégage. Ouais, voilà, je disais, éléments d'impact. Nous avons commencé les premières mobilisations. Si je prends les choses de manière beaucoup plus dans une perspective beaucoup plus longue, les premières, je fais partie d'une génération qui a dégagé un premier président en Afrique en 2000. Parce que nous avions 18 ans, nous rêvions et nous votions massivement, portés par un mouvement de changement porté à l'époque par Abdoulaye Wade. Mais c'est parce qu'enfant, dans les grèves de 88-89, on était à l'école primaire et c'est les bruits des pierres sur le zinc de la classe qui nous a réveillés pour nous sortir de la rue et suivre Abdoulaye Wade alors qu'on était petits et gamins. Et de 89 jusqu'en 2000, nous avons tous rêvé et baigné dans ça. Avec le hip-hop, le mouvement hip-hop, qui à partir des 90 et les radios privées à Dakar, c'est ça qui a bercé nous notre adolescence. Qui fait qu'en 2000, nous votions massivement pour le changement et pour la première fois aussi en Afrique francophone particulièrement, arrivé au Sénégal, le premier alternance démocratique porté par une jeunesse urbaine, les radios privées et le mouvement hip-hop, d'où qui nous a forgés. Mais je parle de mon enfance. On arrive à l'université avec cette même envie-là, qui fait que quand Abdoulaye Wade se rêve de sortie, donc de changement, porté par un peuple qui veut aller vers de l'avant, comme les peuples africains, parce qu'il faut inscrire les Africains aussi dans ce récit de révolte, dans ce récit de bataille de tout le temps. Donc, quand je vois maintenant, aujourd'hui, on va à la nouvelle Gen Z, on va analyser la Gen Z comme une nouveauté. Alors que
c'est des témoins qui se font passer depuis le temps de l'esclavage jusqu'à maintenant. Les Africains se sont toujours battus et ont toujours résisté et refusé et avancent petit à petit. David Job le dit, cette Afrique qui pousse et qui repousse passionnément et obstinément et dont les fleurs ont un peu de la mer saveur de la liberté. Et les gens n'ont jamais abdiqué. Mais le récit dominant veut que justement, on est des gens qui ont assisté. Quand les jeunes Sénégalais se levaient en 2000, personne n'était là pour les assister, comme les jeunes Malgaches aujourd'hui ne sont assistés par personne. Donc, 2000, une désillusion totale vers 2012, cette génération portait le mouvement Yanama, dont l'impact a été vu, Wad aussi s'était dégagé par le vote et par les cartes d'électeurs. Parce que nous mobilisons directement, nous parlons directement, nous travaillons directement, nous échangeons et nous interagissons avec les moyens de la paix. D'où le diable plus tard que nous avons mis dans le truc de tout là. Qu'est-ce qu'on appelle les moyens de la paix? C'est face aux outils de la colonialité très très violents, les frontières, le suscètement des capacités, de nos capacités, de nos peuples, qui sont érigés dans des frontières mentales et physiques, etc. Nous apportons des moyens de la paix comme la musique, l'art, le cinéma, le théâtre, etc. C'est tout autant de moyens de paix qui, petit à petit, à petite dose, crée une opinion publique de changement, portée aujourd'hui à partir de 2016 par le projet PASTEF, mais on verra ce que cela va donner. On peut percevoir les impacts de ce récit-là qui pousse en Afrique le changement à chaque fois qu'au moment des élections, parce que nous nous sommes inscrits résolument dans une voie de la démocratie, et non pas par les voies des militaires ou par les voies des populistes qui nous remettent en cause, etc., etc. Donc je fais tout ça et je dis tout ça parce que je comprends que parfois j'ai mon fibre yanamaliste qui me bouscule et qui me réveille. Quand ça ronronne, quand le dos ne passe pas, la même musique en fait ne passe pas. C'est quoi? On parle de coopération ici. C'est de penser que le salut peut venir d'ailleurs, ailleurs que chez soi, ailleurs que soi-même. Et c'est penser aussi que ces gens-là, tant qu'on ne les aide pas, ils ne s'en sortiront pas. Parce qu'on a créé assez d'outils qui nous maintiennent dans cette dépendance, dans cette coopération qui n'évolue pas. Capté, d'une part, là où je connais le mieux en Afrique, capté par des carriéristes et des bureaucrates, toute une bureaucratie qui a capté les causes, qui a capté les luttes, qui a capté les besoins de changement, bureaucratisé, mis dans des tableaux et des critères et des trucs à remplir, au point que les vrais acteurs qui y sont et qui veulent porter le changement n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Capté aussi de l'autre côté par des carriéristes derrière des bureaux qui ont robotisé tout le travail humain et d'échange qu'ils pouvaient avoir entre les peuples, ils l'ont robotisé à travers des mails et des critères. On n'avance pas. Mes chers amis, on n'avance pas. Et on va et on tourne. Parfois, c'est pour ça que je dis que l'impact en tant que tel, oui, on a des satisfecits, mais il faut oser faire face à cette histoire d'échec et de défaite pour pouvoir en faire demain et dans un avenir proche, donc dans une perspective, dans un narratif commun, pas un narratif déjà vécu, parce que le vécu c'est du connu et ça n'avance pas, mais dans un narratif à déterminer pour le futur, à partir de Montpellier, à partir des gens de Montpellier, à partir de ceux qui ont accepté de coopérer, d'envisager des choses à Montpellier en 2026. On est en 2026 ou en 2025? Je me perds. On est en 2025. C'est parce que ça tourne, c'est la même chose. Il y a 4 ans, on s'était rencontrés ici. C'était pas moi, c'était Cherfal qui avait mis mon bonnet à côté de Macron. Et qui vient, qui parle. Et après, on se retrouve là, on parle. Après. Voilà, c'est ça en fait parfois qui fait que on a envie de rester à cette étape de Yanama pour juste parce qu'on n'interroge pas ce qui ne marche pas, on s'en accommode et on tire profit. Tu vois ce que je veux dire? Donc complètement. Merci. C'est très très clair, très très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette importance de regarder en face les échecs, les faillites et autres pour vraiment se donner une chance d'avancer sur le long terme et évidemment une thématique qui est fondamentale. Astou,
À partir d'un projet de renforcement de pouvoir d'agir concret, qu'est-ce qu'on peut observer? Exemple de l'expérience de l'ISRABAM et de ses partenaires. Oui, alors, ouais, c'est une échelle plus modeste des changements dont parlait mon compatriote Fadel. Donc, ici, il s'agit bien de coopération entre la recherche et les acteurs concernés par les changements souhaités. Donc, nous, on essaie de travailler sur plusieurs choses et très compliquées. Déjà, il faut qu'on arrive à ce que le changement-là soit celui qui est souhaité par les acteurs concernés. Souvent, comme l'a dit ce matin, on arrive avec des changements que nous avons définis à notre niveau. Donc, c'est travailler sur le changement souhaité avec les acteurs, le processus par lequel on passe pour arriver à ce changement-là et au travers de quelles règles. Alors, l'approche que nous utilisons depuis un moment, qui s'appelle Living Lab, donc laboratoire vivant, comme je disais tout à l'heure, on réinvente des notions pour continuer à s'inscrire dans ces approches collaboratives qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc, c'est depuis la fin des années 80 que ces approches participatives existent. Maintenant, aujourd'hui, je pense que à force de mise à l'épreuve, mise en débat de nos approches, on se rend compte qu'on a besoin d'aller plus en profondeur dans nos manières de faire pour renforcer ces capacités-là. Et donc, ce que nous faisons dans plusieurs projets, donc il y en a plusieurs, et on n'a pas les mêmes rendus selon les contextes, et je vais dire peut-être un peu pourquoi. Alors, j'ai parlé de 2 exemples au Sénégal où on a essayé, au travers de cette approche de Living Lab, de travailler avec des communautés sur des problématiques liées à l'agriculture. Donc, on est dans la zone du lac de Guiers. Donc, qui connaît le lac de Guiers? C'est au nord du Sénégal. Donc, le lac de Guiers, c'est le lac qui fournit toute l'eau potable pratiquement de Dakar. Donc, un lac aux usages multiples et concurrentiels. Donc, c'est un lac sur lequel on a des pêcheurs, on a des agriculteurs qui font de l'irrigation, de l'agriculture irriguée autour. On a une grande industrie plus en amont, donc la compagnie sucrière sénégalaise également qui fait du sucre plus haut et d'autres usages, et des éleveurs, des animaux qui doivent accéder à l'eau. Donc, autour de cela, nous, on est arrivé. Et c'est ça qui est un peu le moyen faible de l'approche. Donc, ce matin, on disait, c'est bien quand c'est les acteurs qui ont leur projet de recherche. Donc, bon, on avait l'idée de travailler sur accompagner la transition agroécologique dans une région où c'était pertinent, et on est arrivé dans cette zone-là. Donc, ça, c'est nous-mêmes qui sommes arrivés dans la zone. Maintenant, quand on est arrivé, l'idée, c'était qu'on travaille autour de cette notion, de cette approche de Living Lab, qui voudra dire qu'on travaille tout le processus avec les acteurs. Donc, de la définition de l'objet de recherche jusqu'à des boucles d'expérimentation, de la co-innovation, de la co-évaluation. Et c'est ça qu'on essaie de faire et qui est très compliqué. Mais bon, on arrive à un certain nombre d'éléments de choses. Donc, la première difficulté que nous avons eue entre nos chercheurs, c'est de se dire, on n'y va pas avec nos diagnostics. Donc, cette fois-ci, on va faire du co-diagnostic avec les acteurs. Donc, on a perdu 1 an entre nos chercheurs pour tomber d'accord sur ça. Parce qu'on était avec des collègues de la santé animale, des collègues de la santé humaine, d'autres qui sont convaincus de leur démarche et qui savent que pour la bilharziose, voici par exemple comment on fait le diagnostic. Pour le botulisme, donc une maladie qui attaque les vaches, voici, on sait comment on fait. Et l'idée qu'on voulait, c'est que tous ces diagnostics-là puissent être faits par les communautés qui connaissent mieux leurs problèmes, etc. Bon, finalement, on est arrivé à au moins mettre en place des espaces de dialogue, des cadres d'émulation, d'émergence d'idées, d'échanges avec les communautés, pour peut-être retomber sur d'autres types de problèmes qui n'étaient pas forcément ceux qu'on avait vus au départ. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve donc autour du lac de Guiers, avec 2 Living Labs. Donc, finalement, tout le travail de diagnostic a fini par nous imposer de travailler autour de 2 espaces, donc dans tout ce lac-là, parce que on a combien de communes autour du lac de Guiers? Je pense, si je ne raconte pas des bêtises, une dizaine de communes. Nous travaillons dans 2 communes. Et donc, dans ces 2 communes-là, on a ce qu'on appelle des micro-living labs. Donc, deux cadres multi-acteurs où il y a des collègues chercheurs qui sont dans les domaines de la production, de la recherche végétale, qui travaillent avec des agriculteurs dans des fermes
on appelle agroécologique, donc intégrée, où la recherche consiste à co-innover sur comment produire, comment mieux pêcher, comment mieux faire du maraîchage sans produits phytosanitaires chimiques, comment, etc. Donc, on démultiplie ces démarches-là. Donc, au bout de 3 ans de recherche collaborative avec les communautés, on arrive à des résultats assez intéressants qui ont besoin d'être non seulement portés dans la continuité, mais également d'être mis à l'échelle parce que autour du lac, on travaille qu'à des espèces très, très, très réduites. Donc ça, c'est mon premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que dans le bassin arachidier, on a à peu près une démarche similaire dans la région centre du Sénégal. Donc, dans le département de Fatick. Et donc, ce qui est un peu différent dans le département de Fatick, nous avons une action qui est inscrite plus dans la durée parce qu'on y est depuis bientôt, durée moyenne, 6 ans. Et on a commencé avec un projet classique, vraiment, de recherche, porté par la recherche, même si action avec la participation des acteurs. Maintenant, en cours de processus, nous avons pu voir une dynamique locale s'approprier de la chose et nous imposer une façon de faire. Et aujourd'hui, on arrive à travailler avec cette dynamique qui s'appelle c'est la DITAES de Fatick, parce qu'au Sénégal, vous devez savoir, on a une DITAES, une dynamique nationale pour la transition agroécologique, qui essaie de se territorialiser dans les départements et qui sont portés par des acteurs locaux. Et donc, dans le département de Fatick, à partir d'une recherche très classique, de ce qu'on d'habitude d'enquête, diagnostic, de résultats que nous portons en tant que scientifiques, cette dynamique qui s'est appropriée de la chose, aujourd'hui, travaille avec la collectivité locale, a son propre plan d'action. Et dans ce plan d'action-là, ils ont identifié des activités de recherche. Et ils vont chercher des équipes de recherche qui doivent les accompagner dans ces choses-là. Et donc ça donne autre chose. Donc voilà, on arrive à aller chercher des ressources, les accompagner dans ces questions de recherche. C'est pas si facile que ça, mais voilà, une approche par Living Lab également qui est intéressante. Et peut-être pourquoi Living Lab? Dans la notion de Living Lab, ce qui le différencie d'autres approches, parce qu'on peut la mettre en parallèle avec les plateformes d'innovation, par exemple. Ça peut presque dire la même chose, mais un peu différent. Dans les Living Labs, parce que c'est inspiré d'une démarche qui a pris, je pense, naissance au Canada et en Europe. Et dans ces Living Labs-là, le citoyen est au cœur. Donc, c'est le citoyen qui a ces questions de compréhension, je ne sais pas des questions de recherche, parce qu'il faut qu'on en fasse des objets et des questions de recherche, mais en tout cas, qui a ces questions qui se posent, qui les met dans le cadre de réflexion, et les chercheurs aident à formuler une problématique de recherche et le processus se poursuit. Donc, voilà ce que nous essayons de faire au Sénégal. Et bon, les dynamiques les projets que je viens de partager, on les fait avec les partenaires du CIRAD et puis de l'IRD et d'autres partenaires sénégalais. Merci. Mamadou, on a entendu parler des COP des quartiers. Moi, je trouve ça passionnant, mais il y a plein d'expériences dans Kadogara. Est-ce qu'il y aurait une autre activité qui pourrait consister? Mais il y en a beaucoup. Je me rends compte là où je suis que je travaille avec plein de partenaires ici, dont Astro. Il y a Sophie, Claire, François et Bruno, soyez remerciés. Je donne l'exemple pour au théâtre, nous on dit qui a la parole a le pouvoir. C'est un emprunt de Paulo Freire. On se l'est approprié. Et l'exemple de La baie n'est pas une poubelle, par exemple, c'est un projet de théâtre d'intervention où on a joué 150 représentations, 150 fois dans le quartier pour soutenir la sensibilisation de la dépollution de la baie de Anne. Après avoir joué le théâtre, il y a d'abord ce qu'on appelle le procès du théâtre forum, où c'est les différents
protagonistes sur scène qui, tour à tour, sont mis en avant et le groupe de spectateurs va dire en rapport avec individuellement chacun ses propres convictions. Il va dire que, à mon avis, telle personne a bien agi ou a mal agi. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, on va aller vers le tribunal populaire. Le tribunal populaire, c'est le. Voilà, donc c'est aussi un emprunt de ce qui s'est passé au Burkina Faso sous l'ère de Thomas Sankara. Ici, c'est aussi de remettre des sortes de tribunaux où, cette fois-ci, on donne la parole au groupe de spectateurs, voilà, pour que chacun donne ses propres perspectives. Et personnellement, j'ai lu quand même quelques livres dans ma vie, les meilleures interventions soutenues, structurées, qui ont un fond et beaucoup de fondamentaux, je les ai entendus durant ces forums-là. Et souvent, je les ai entendus de personnes qui n'ont jamais fait la conférence. Ça arrive, ça irrigue nos interventions, ça irrigue le travail que nous faisons, parce qu'auparavant, avant de faire un théâtre forum, il faudrait faire ce qu'on appelle une fouille. Et la fouille, c'est aller demander, poser des questions au niveau des personnes qui sont intéressées ou dont dépend la vie, de ce que nous, on va faire comme intervention. On va discuter avec eux et c'est le recueil de ces perspectives-là qui va bâtir le scénario de théâtre forum. Voilà, donc un théâtre forum, après la prestation, ce qu'on appelle le modèle, parce que c'est une modélisation, nous en avons fait des dizaines avec Pascal. Bon, sur le pastoralisme, bon, sur les semences, et ça. Et à chaque fois, moi-même, j'étais très étonné, quoi. Et il m'arrivait souvent même de dire, bon, on est avec cela, et on joue une représentation, et que si le gouvernement est arrivé ici, là, il allait dire les gens de l'histoire. Bon, parce que c'était carrément des sortes d'intervention où on laissait libre cours au groupe de population de dire leur perspective concernant les semences, par exemple, si je prends l'exemple des semences. Et jamais il n'y a eu de type d'orientation, d'influence, de manipulation venant de la part des partenaires avec qui nous travaillons. Nous avons toujours fait nos interventions de façon très, très libre. Merci beaucoup. On va conclure ce tour de panel avec Fabienne, à qui j'ai presque envie de demander de choisir, soit de nous parler d'une expérience concrète qui pourrait se rapprocher donc de notre thématique et parler de l'impact, ou alors éventuellement de réagir avec l'œil de l'experte en prise de parole publique et autres, à ce qu'elle a entendu de la part des 4 panélistes. Au choix. Je vais essayer de mixer les deux. Un challenge. Parce que j'ai entendu tellement de choses qui étaient en résonance. J'ai espoir en la jeunesse. La jeunesse. Eh bien, écoutez, je vais vous raconter une brève histoire. C'est l'histoire de Simone. Elle a 17 ans. Donc, elle est en terminale. C'est une vraie histoire. Et cet été, je lui propose de participer à un concours d'éloquence. Elle me dit oui, mais timidement. Elle est timide, Simone. Et Simone, elle me dit, voilà, je veux faire ce concours d'éloquence parce que je veux devenir avocate. Je veux pouvoir prendre la parole et agir. Et là, j'ai dit, Simone, elle est bienvenue. Oui, Simone, donc nous avons organisé avec l'association Wabébé et l'association des Sénégalais, des étudiants sénégalais, l'association des étudiants ivoiriens, un concours d'éloquence qui s'appelle la voix francophone. Voix francophone.
Et il a pour but de rassembler donc, tous les étudiants de Montpellier et afin qu'ils puissent porter leur voix. Donc moi j'ai eu la chance et l'occasion de pouvoir les coacher et les former sur cette thématique. Et à chaque fois, c'est un vrai miracle. On voit des transformations. Et Simone est en finale. Vendredi, elle est en finale et c'est la Benjamin de l'ensemble de la session des lauréats face à des personnes, des jeunes qui ont 21-23 ans. Et pour moi, le pouvoir d'agir, il est là. Il est là. Et c'est pour ça que j'aime travailler avec la jeunesse, parce que quand on leur met en lumière leur talent, leur possibilité d'agir, on va chercher leur essence et leur lumière, et ben, ils sont capables d'ouvrir des portes. Et ça fait 8 ans que je le fais, 8 ans que je ne cesserai de continuer à les accompagner. Donc, il y aura un procès fictif, donc ça rebondit un petit peu à ce que vous disiez. Donc parce que vendredi, donc dans cette même soirée, il y aura le concours d'éloquence et un procès fictif toujours par des étudiants africains de Montpellier. Et ils vont représenter son corps, ils vont représenter son cas. Donc c'est des sacrés challenges, quoi. Donc c'est là où ils vont vraiment sortir d'eux et ils vont pouvoir aussi exprimer, se rentrer dans la peau de personnages historiques. Donc ça, c'est un exemple. Et je voudrais aussi rebondir sur la notion d'échec. Je rappelle que malheureusement, dans notre culture, l'échec est très mal vu. Va au fond de la classe, t'as rien à dire, tu t'es planté, tant pis pour toi. Sauf que moi, j'avance de revisiter l'image de l'échec. Osons expérimenter. Si on se trompe, c'est pas grave. On apprend. On gagne. Et c'est de revisiter les états d'esprit, les visions que les gens peuvent avoir justement de « Ok, j'agis, peut-être que j'ai pris une décision, elle n'est pas la bonne, mais je réfléchis à savoir comment je peux faire autrement pour pouvoir aller trouver d'autres solutions. » Voilà, donc c'est aussi toute une éducation, une autre vision qu'on peut avoir des choses pour pouvoir justement être acteur de son changement. Et ne pas attendre que ça vienne tout le temps de l'extérieur, parce qu'on a tous notre pouvoir d'agir. Donc, si vous êtes là, vendredi, à 18h, à la Pétrac, vous êtes les bienvenus. Et ce soir, pour le campus, en l'honneur du campus des jeunes entrepreneurs, je fais la pub. Donc, juste à côté, au centre Rabelais, vous verrez les jeunes entrepreneurs qui ont osé agir, osé venir ici à Montpellier pour pitcher leur projet. Et vous serez les bienvenus. Merci beaucoup, merci. Je regarde Jeff. Il faut que... Après, Merci à vous. Aujourd'hui, un théâtre à 18h à la salle. Là c'est dans le programme. On y va. C'est pour ça qu'on veut finir vraiment à l'heure, mais on veut souhaiter prendre 2-3 questions, parce que je suppose qu'il y en a beaucoup, avant de conclure la journée. Oui. On va essayer à Lyon de peut-être laisser certaines autres personnes s'exprimer, s'il n'y en a pas. Par contre, on sait que notre philosophe de Guinée aura toujours des choses pertinentes à partager. Alors, bonjour, je m'appelle Yusra Sema, je suis spécialiste en plaidoyer et j'ai travaillé beaucoup avec des acteurs locaux du Sud qui sont d'Afrique, mais aussi d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Asie-Pacifique. Moi-même, je suis algérienne. Et je voulais d'abord vous remercier pour vos interventions, mais j'ai une question pour vous, en fait, parce que en faisant du plaidoyer, en essayant, en fait, d'ouvrir des places sur les tables décisionnelles qui sont au niveau international, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une barrière, parfois mentale, en travaillant parfois même avec des chefs d'organisations locales qui sont des personnes qui savent très bien parler. Quand on est entre nous, on parle très bien. Quand ce sont des conférences qui sont justes avec des personnes qui sont du Sud, ça se passe très bien. Dès qu'on passe au niveau international, dès qu'on va à Genève ou à New York, il y a tout de suite en fait cette barrière mentale. Et je pense que ça va en fait dans le sens des déconstructions, des narratifs qu'on doit se faire. Et je me pose la question, en fait, quelles sont les solutions pour les déconstruire, ou est-ce qu'on doit le faire? Non, parce qu'on peut aussi, comme
comme Amadou en parlait, des COP de quartier, est-ce qu'on crée nos propres espaces et on oublie ces espaces internationaux où le Nord doit venir au Sud? Donc je me pose la question, quelle est la meilleure façon en fait de se construire en tant qu'acteur quand on est du Sud? Merci beaucoup. D'autres interventions? D'autres questions? Alioune. J'ai déjà oublié ma question. Est-ce qu'on le croit? Merci Jérôme. Alors, merci aux intervenants pour leur présentation. Je voudrais dire tout simplement qu'il ressort de ce que vous dites que la société civile africaine est devenue actrice de développement, porteuse de projets, de locomotives pour initier et accompagner les politiques publiques. Mais je voudrais aussi noter dans tout ce que vous aviez dit un concept africain que vous mettez les uns et les autres, les unes comme les autres, en œuvre. C'est le concept de la palabre africaine. Vous dialoguez avec les différents acteurs, avec les différents territoires, vous les accompagnez, vous prenez en compte leurs préoccupations. La palabre est devenue une juridiction de la parole. Une juridiction de la parole qui permet également à la fois d'exprimer son avis sur ces questions épineuses et peut-être une question, où est-ce que vous-même, en tant qu'acteur, vous tirez votre inspiration? Est-ce que le spirituel a chez vous aussi un impact, une influence qui vous porte à être ouvert à ces influences, à ces affluences, à pouvoir les porter aussi dans vos préoccupations en tant que leader d'opinion dans cette Afrique qui bouge aujourd'hui et qui est forte de sa jeunesse et qui veut tutoyer l'émergence. Merci. Merci beaucoup, Alioune. Allez, c'est la dernière chance de s'exprimer. À la 1, À la 2, à la 3. Donc, je vais demander à nos panélistes de réagir à ces deux interventions et je vais laisser libre. Qui a envie de répondre? Je n'ai pas retenu votre nom, madame. Yousra. Ah ouais. Merci beaucoup, Yusra. Je pense que c'est une question très pertinente. Et de façon simple, je dirais que ça passe vraiment par la valorisation de nos propres connaissances. Il faudrait qu'on puisse valoriser ça au niveau national à travers un système qui permette de mettre les acteurs en confiance, de partager également les outils qui font que lorsqu'ils sont dans ces instances-là, qu'ils puissent être pertinents. Parce que c'est une chose d'être représenté dans ces sphères, mais c'est une autre chose de contribuer de façon pertinente. Et donc, je pense que c'est là où le renforcement de capacité, la formation, les initiatives de base au niveau national sont importantes. Mais je pense aussi qu'au-delà du contexte national, il faudrait également qu'il y ait un cadre, que ce soit au niveau régional, à travers nos institutions, qu'il y ait des mécanismes justement qui facilitent cela. Et je sais qu'il y a beaucoup de programmes, par exemple, de jeunes qu'on prépare à la négociation climatique. Donc ça peut être des formations ciblées qui pourraient permettre cela. Il y a également la valorisation de nos cultures, ce qui est très, très important, et également de nos valeurs. Parce que vous savez, l'identité, c'est ce qu'on porte quand on est dans ces espaces-là. Et donc, il faut qu'on y soit de façon décomplexée. Et pour avoir cet œil-là, il faudrait qu'on change de paradigme. Je pense que beaucoup de nos collègues en ont parlé. Mais il faudrait qu'on repense le modèle de coopération Nord-Sud. Que ce ne soit pas basé sur nous connaissons, nous allons vous imposer, mais plutôt de regarder ce qui peut être gagnant-gagnant et pousser la coopération de façon positive. Et par rapport
L'intervention d'Alioune. Oui, à l'intervention d'Alioune, il y a beaucoup de débats, des laboratoires qui sont mis en place par les jeunes d'une manière générale au niveau du continent, qui permettent justement de faciliter les jeunes quant à la... comment je vais dire l'anglais non, mais je... Donc, c'est très simple. J'ai un peu perdu le fil, mais c'est tout simplement pour dire que tout ce qui est débat, tout ce qui est COP local, tout ce qui est initiative, au fait, au niveau local, doit pouvoir être renforcé par le plaidoyer. Et dès lors qu'au niveau national, quand même, il y a une assise, il y a un accompagnement des gouvernements à l'endroit de cette jeunesse, ou en tout cas de cette niche qui veut pousser le changement ou la coopération, tout devient possible. La dernière chose que je voulais partager par rapport à l'intervention de Astou, c'est tout à fait possible. Et il y a des modèles qui l'ont prouvé. Qu'est-ce qui est tout à fait possible? Elle avait expliqué la co-construction, la co-création avec les communautés, essayer d'outiller les communautés pour accompagner le changement. Donc, ça c'est possible. Au niveau du Sénégal, dans le cadre de la transition énergétique juste, aujourd'hui, nous, dans le cadre de notre travail, nous avons réussi à mettre les acteurs locaux dans une plateforme qu'on appelle la PACTEJ aujourd'hui, qui est la plateforme nationale pour la transition énergétique. Et en termes de résultats, aujourd'hui, c'est une plateforme qui a été reconnue par l'État. Et aujourd'hui, grâce au travail qu'on a fait et à la co-création, ils font partie du groupe de travail Justice-Équité. Et récemment, avant de venir, ils sont maintenant membres du comité de pilotage. Donc, c'est du JET du Sénégal. Donc, c'est pour dire que c'est possible. Il faut qu'on croie en nous-mêmes. Il faudrait qu'on puisse utiliser nos propres ressources, notre propre culture, notre propre identité pour impulser le développement. Merci. Alors, rapidement, sur la question de madame, comment vaincre le manque de confiance, la perte de confiance. Alors, moi, j'ai envie de dire, surtout pas de l'extérieur, on ne va pas se recroqueviller entre nous pour vaincre cela. Je suis très optimiste parce que ce qui étaient ces instances internationales-là il y a 10 ans ne le sont plus aujourd'hui. À New York, à Bruxelles, etc., c'est des jeunes qui participent à des instances et qui ont de la voix et qui ont de la parole, du pouvoir à travers leurs paroles. Alors, pour M. Wall, très rapidement, d'où est-ce qu'on tire notre inspiration? Moi, je dirais de la remise en question de nos propres approches. Je n'ai pas envie de dire échec, mais on se remet en question, on voit les insatisfactions que nous avons à l'issue de nos processus de recherche-action. On pouvait se satisfaire juste de trouver de jolies choses, de publier et de s'en arrêter là. Et on se rend compte que les ambitions que nous nous donnons au départ, on n'y arrive pas au bout de plusieurs années d'intervention, on remet en question nos approches, on remet en question nos postures, et voilà, c'est là où je pense que c'est la principale source d'inspiration, en tout cas du point de vue de ma recherche. Merci. Est-ce que... Code clôturé. Merci beaucoup, pour cette question. Je voudrais dire qu'il nous faut développer maintenant les contre-courants. Les contre-courants, c'est beaucoup d'événements et d'initiatives, notamment dans le cadre où j'évolue sur le plan culturel, se passe en Europe. Et c'est extrêmement difficile pour les Africains de les rejoindre à cause
de ce qu'on connaît tous, les visas. Et pour Aliou, ça rejoint la même question. Beaucoup, ce qui peut inspirer, ça peut être aussi dans le sens des contre-courants, ça peut être aussi dans le sens des réactions. Nous avons un festival de théâtre Forum qui fera 19 éditions. Nous, c'était les années Covid, on serait normalement à 22, qui a été créé juste parce que on nous avait refusé les visas. On n'a pas eu de visa. Après, bon, donc c'était pas la peine de crier, pas la peine de réagir. Allez, on devait aller à un festival, on ne peut pas y aller. Allez, on fait notre festival. Et maintenant, bon, tous les autres groupes auxquels que nous devions rejoindre en Europe maintenant commencent à arriver chez nous. Voilà, donc bon, pour moi, dans ce sens-là aussi, donc les réactions peuvent être bien. Le contre-courant, c'est quelque chose qui se développe ici en Europe notamment. Mais bon, à mon avis, son terreau favori serait en Afrique. Parfaitement. Merci beaucoup. Je peux? Oui. Ouais, moi, j'avais envie de me poser une question. Parce que concrètement, comment ça se passe de tout ça? Ça me permet de répondre à Aliou et à Yushra en même temps. Je pense que dans notre trajectoire de lutte, il ne faut pas se perdre. Beaucoup de gens se perdent dans notre trajectoire de lutte. Ils démarrent en étant de vrais militants activistes, mais ils finissent en devenant experts de choses, mais tout sauf les questions pour lesquelles ils étaient engagés. J'ai documenté ça sur plusieurs mouvements de jeunes avec qui on était, parce que j'ai eu la chance d'être très tôt dans l'activisme, dans l'engagement et dans le militantisme, d'avoir été avec des ONG, d'avoir été dans les ONG, d'avoir dirigé aussi une ONG, la plateforme de protection des lanceurs de l'Est en Afrique. Donc j'ai connu tous ces milieux-là, j'ai eu cette chance-là. Et donc, j'ai envie quand même de raconter une petite histoire. Vous savez, sur la question de la prise en charge des femmes, aujourd'hui, vous allez dans les périphéries de Kaolack. Kaolack est une ville qui se trouve à 200 km de Dakar, mais c'est 300 000 habitants, mais vit comme avec toutes les ruralités possibles, mais très peuplée, qui vit beaucoup de problèmes. Et dans les périphéries, on se rend compte que on agite beaucoup la question de la libération, de l'émancipation, de l'épanouissement, etc. Mais on se rend compte aussi que je me rends compte que, à côté des grands discours à la télévision et de la grande volonté de l'État et des ONG, mais les femmes, elles ont un ménage à faire. Le linge, on les laisse ça. Parce que tout le monde est parti. Un des gros problèmes que les gens ne disent pas et que le terrain le montre sur le terrain, c'est que avec cette forte vague de démigration, avant d'arriver en Europe, mais déjà de quitter les villages, de quitter les périphéries de nos villes et d'aller dans les grandes villes, il n'y a plus personne dans les maisons. Elles sont abandonnées à quoi? Aux travaux domestiques qui ne permettent pas de les libérer. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? On se rend compte que l'Europe, les femmes se sont libérées avec la machine. C'est la machine à laver, c'est la machine à lessive, c'est la vaisselle, c'est tout ça qui a aidé aussi. Et on l'oublie. Et nous, on veut de grands discours, mais concrètement, on abandonne les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces petites villes-là, on monte de petits, ce qu'on appelle des noyaux d'initiative, et on aide à faire des laveries communautaires où elles peuvent laisser leurs enfants dans le cadre d'une solidarité communautaire et essayer de se prendre en charge pour que les uns se libèrent, les autres s'occupent d'eux. Donc, c'est une forme d'organisation où il n'y a rien, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'ONG qui s'intéresse à ça. C'est dire que souvent, nous ignorons et nous avons oublié nos capacités de nous organiser en tant que peuple et en tant que communauté. Avant qu'arrivent les experts, nous devons être les experts de nos propres problèmes. Nous avons abandonné la recherche par nous-mêmes, l'observation par nous-mêmes, en tant qu'humains, à vivre dans un territoire et à regarder les problèmes tout autour et à essayer de trouver une réponse, à trouver une solution. Parce que l'école nous a complètement détraqués. Et on attend d'aller ouvrir des livres qui vont nous parler des solutions d'une société russe au Moyen-Âge pour résoudre des problèmes contemporains en Afrique dans un petit village à Goma.
On va attendre un expert qui va aller faire le tour de l'Amérique pour nous apporter des réponses concrètes demain même à Bujimaï dans le Kasaï, où il faut trouver des solutions face aux minéraux qu'on ne peut pas transformer par nous-mêmes. Où sont nos capacités en tant qu'humains? Parce que tout ça, on a été dans un processus qui nous a complètement désappris de se débrouiller en tant qu'humain. Et c'est là aussi où l'aide vient casser tout. Et je vous renvoie à Denisa Moyo, l'aide fatale. L'inspiration vient de ça, mon cher Ali. De nos propres problèmes. Faisons le diagnostic de nos propres problèmes. La palabre, c'est un mot qui n'existe pas en Afrique. Quoi qu'en pense Bidiman, le Camerounais. C'est un mot français inventé pour décrire et qualifier ce qu'on fait sous l'arbre. Mais sous l'arbre, on construit le diable, la paix. Et n'ayons pas peur de nous consommer nous-mêmes à partir de nos imaginaires. Le Wolof, le Lingala, le Swahili. Ce matin, il y avait un. J'étais étonnant, j'étais surpris par un diplomate français qui vient de dire que vous devez parler de l'Afrique swahilophone, de l'Afrique wolophone. Pourquoi l'Afrique anglophone jusqu'à quand? Ce sont les Français qui nous le rappellent. Et nous, on ne veut même pas. Pourquoi on a rappelé notre mouvement Djami Gori? Parce que je veux une fois, pour une fois, le monde essaie. Je veux entendre en France dire Gori, il n'y arrive pas. Comme mon père Peul qui n'arrive pas à dire Chakal, il a dit Saka. Il faut essayer aussi nos mots. Osons ça. Parlons Wolof. J'ai envie de dire à la mairie de Montpellier, vous allez apprendre aux enfants toutes les langues du monde. Si Montpellier est cette ville si ouverte, pourquoi ne pas donner des cours de Wolof, des cours de Lingala à nos enfants pour qu'ils se développent en apprenant de l'autre, en apprenant les consonances et les sonorités d'ailleurs? Mais nous, on est prêts à consommer tout en Afrique, mais on ne donne pas grand-chose, parce qu'on attend encore. Donc l'inspiration, Yushra, le nom déjà, c'est cette délivrance-là, ne viendra que par nous-mêmes, mais pas de nulle part ailleurs. Je vous remercie de m'avoir associé à ça, Jérôme. Merci beaucoup. Nous allons conclure cette table ronde sur les belles paroles de Fadel, mais précédée par les belles paroles de Mamadou, précédée par... Ah, très rapidement. Ah non, tu as fait la pub de ton truc? Non. Je vais juste... Non, il faut qu'on y aille. Oui. Je vais clôturer rapidement. Je suis complètement en phase. Mon inspiration pour répondre à la question, elle passe par moi, par cet enrichissement, par cette déconstruction, se reconstruire et se renouveler en permanence. Voilà, il n'y a rien qui est linéaire, tout est en changement et on doit surfer sur cette vague et il faut être solide à l'intérieur de soi. Et cette solidité, je prends souvent l'exemple des racines. Je suis aussi africaine, je suis antillaise et je m'enracine. Et c'est ce que je me réenracine. Parce que si je me connecte à l'inconscient collectif qui est juste, excusez-moi le bordel en ce moment, et bien là, je me laisse aspirer. Et je travaille là-dessus. Voilà, je terminerai. Merci beaucoup, Fabien. C'est intéressant cette approche sur le rôle de l'individu par rapport à ce que nous parlons, où on essaie toujours de parler de dynamique collective. Merci beaucoup. Je voudrais donner un applaudissement pour nos panélistes Célérité, les gentils. On vous remercie.